Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas, en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. L'épisode 7, bientôt dans ton assiette. DJ Flory, DJ Marie, wesh. Ça se dit pas. Je crois que l'autisme, c'est un ordre existentiel qui nous correspond. Et que si on l'enlève, bah c'est la panique en fait. Diantre. T'as vu le mot bunker? Ça fait un peu boum boum dans ton cœur. Ça se dit pas, la meilleure gâchette de l'Ouest. Je t'avoue que je commence à en avoir ma claque, mais sévère, que les gens pensent que tout est ok chez moi, tu vois. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce que d'une certaine manière, oui, tout est ok chez moi, genre je suis pas bizarre, je suis pas machin, mais les gens ne voient pas mes handicaps, quoi. Bah parce qu'ils vivent pas avec moi, en fait, forcément. Et ça devient de plus en plus dur, quoi. En fait, aussi, ça. Bah, y a des psys qui veulent pas poser des diagnostics parce que après les patients, en gros, ils peuvent sortir leur carte trouble, tu vois, à chaque moment où on leur demande de faire un effort, entre guillemets, tu vois. Et en fait, dès qu'ils ont un diagnostic qui est posé, en gros, bah voilà, ils ne feraient plus d'efforts pour améliorer leur situation et régler certaines choses de leur vie. C'est super violent. T'es d'accord avec moi? Ça m'énerve. Mais le fait de considérer qu'un patient, s'il a un diagnostic d'autisme ou autre, en fait, de n'importe quel trouble, va se cacher derrière, c'est aussi complètement sous-estimer et minimiser la stigmatisation que ça peut provoquer. Enfin, toutes les difficultés, en fait, qui peuvent être liées au fait d'avoir ce trouble. Ça me rend dingue. Et c'est me mésestimer et me sous-estimer aussi et me manquer de respect que de me dire ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et ça me rend tellement triste. Avoir un trouble, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, en fait. On n'a pas le pouvoir en fait. Et c'est grave, on n'a pas le pouvoir sur notre santé en fait. Et je trouve ça archi grave en fait. En fait. Et c'est ça aussi, c'est que moi souvent je ménage les soignants parce que je sens qu'en fait il n'y a pas de possibilité de vraiment de... Ils sont pas prêts à se remettre en question vraiment en fait. O pitchko materino. Et en gros, ça, c'est dire... en gros, c'est dire la compte ta mère, quoi. Mais c'est pas trop traduit. Enfin, de la même façon, tu peux dire pis da materina. Voilà. En fait, c'est le con de la mère, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, il y a yebiga, yebote. Et ça... ça peut se dire pour plein de raisons différentes, et ça pourrait se traduire par et putain quoi, putain de merde, voilà, en gros quoi, mais c'est pas vraiment ça, mais littéralement yebiga ça veut dire nique-le quoi, donc bon ça se traduit pas, mais voilà. Et aujourd'hui, alors il y en a d'autres hein, des jurons, mais ceux qui me viennent surtout, et celui qu'on dit souvent c'est pitchku materino. Donc j'ai eu un deuxième rendez-vous au CRA avec donc le médecin. Et à ma grande surprise, c'était quand même assez superficiel. C'est-à-dire que ça consistait principalement donc, en un entretien d'1 h 30. À un moment donné, il m'a fait passer une courte évaluation
TDA, donc trouble de l'attention, en me posant à peu près, je sais pas, peut-être une quinzaine de questions. En est ressorti que c'était pas vraiment concluant. Donc il pouvait pas dire que a priori je ne suis pas TDA, même si voilà, j'ai aussi des signes qui peuvent être proches de ça, mais j'ai aussi une rigidité qui colle pas avec le TDA. Donc après, bon oui, il m'a diagnostiqué entre guillemets une dyspraxie, mais il me l'a pas vraiment diagnostiqué, c'est-à-dire que j'ai pas fait de test, j'ai pas fait d'évaluation, c'est juste en parlant, donc c'est aussi quelque chose que j'avais... C'est quelque chose que tu savais en voilà. fait déjà. J'avais déduit moi-même que j'avais une dyspraxie, donc il a confirmé, mais finalement sans plus de tests, on va dire, d'évaluation quoi. Et enfin, donc au terme de 1h30, il m'a dit que il pensait que j'étais pas TSA. Donc ça rejoint un peu ce que m'avait dit l'infirmier lors du premier rendez-vous. Il a estimé que j'avais une communication très fluide, que en gros il n'y a rien chez moi qui ne se voyait, qui pouvait laisser penser à l'autisme. Et ce qui m'a quand même surtout frustrée et énervée, c'est que du coup il m'a enlevé la possibilité de passer cette évaluation, parce que c'était ça en fait. C'est pas comme si j'avais passé une évaluation qui s'était révélée négative, c'est qu'on ne m'a pas laissé passer cette évaluation sous prétexte que ça ne se voyait pas chez moi, que j'étais capable de communiquer, que j'étais capable de comprendre plutôt bien ce qu'on me disait. Alors il a insisté sur le fait que j'avais des capacités intellectuelles très performante. Oui, t'as dit que t'étais HPI. Voilà, il m'a dit comme sans te faire passer. Sans me faire passer le test. Donc c'est marrant cette façon d'affirmer des choses sans faire passer aucune évaluation, et aussi d'affirmer au fond que je suis pas TSA sans me faire passer l'évaluation. Enfin, c'est quand même... C'est curieux comme façon c'est pas très... de procéder. Alors pour donc me mettre un peu pour voir son côté en fait des choses, on va dire. Lui, ce qu'il m'a dit en gros, c'est que de toute façon il n'y avait rien de plus parlant que l'entretien clinique, et que en gros il avait de l'expérience, et que cette expérience lui disait que voilà, qu'il y avait rien qui justifiait de me faire passer cette évaluation TSA. Or moi, ce que je me suis dit, c'est que en fait, si à chaque fois qu'il voyait une personne chez qui les traits n'étaient pas visibles, s'il faisait pas passer l'évaluation, en fait son expérience elle est biaisée forcément, puisque en fait voilà, si à chaque fois c'est son critère de base. Oui, puis avec cette idée que l'autisme doit se voir en fait. Alors c'est ça. qu'il y a quand même. Ah non, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est quand même ça que m'ont renvoyé à la fois l'infirmier lors du premier rendez-vous et le médecin. C'est en gros, vous avez l'air normal. Tout en reconnaissant que j'ai une neuroatypie sûre, enfin, tu vois. Mais on sait pas vraiment ce que c'est. Je suis pas vraiment TDA, j'ai une dyspraxie, mais bon, voilà. Parce qu'au final, t'es quand même ressortie avec un diagnostic. Ah oui, alors je suis ressortie avec un diagnostic, oui. Alors attention, roulement de tambour. Diagnostic de trouble mixte du neurodéveloppement. Voilà, donc plus vague que ça, tu meurs. Et puis mixte, ça veut dire quand même plusieurs. Enfin, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Mais oui. Du coup, il met quoi là-dedans si en fait ton test. Oui, parce qu'à part la dyspraxie, rien n'a. Et même la dyspraxie n'a même pas été prouvée entre guillemets. Elle a juste été reconnue. Mais non, c'était. Et moi, ça m'a fait penser directement on parlait de l'autodiagnostic dans l'épisode 6. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, tout ce travail que font les personnes autistes, souvent avant d'obtenir un diagnostic, justement, d'aller faire des différentiels, d'aller chercher... Je me dis, mais
tellement plus poussé, tellement plus approfondi, en fait, que cet entretien d'une heure et demie avec quelqu'un qui me connaît pas du tout. Et puis, il faut pas croire, au bout d'une heure et demie, tu connais pas mieux la personne, en fait. Non, et puis, il avait beau dire qu'il s'y connaissait, qu'il reconnaissait aussi le camouflage chez les personnes. En fait, justement, le camouflage, ça porte bien son nom aussi. C'est... pas que ça se voit, enfin... Oui, lui, il sous-entendait qu'un autiste qui camoufle, ça se voit quand même. Oui. C'est ça qui est drôle. Et tout en reconnaissant que j'avais quand même des capacités de compensation hors normes. Donc, rien que ça, c'est ça qu'il t'a dit. Déjà. Il t'a dit, c'est ça, ce que tu m'as dit, je me rappelle, il te disait que, en fait, tu avais eu, avec ta grande capacité à compenser tes troubles depuis l'enfance. C'est ça. Que du coup, à ce jour, en fait, si tu étais autiste, ça se voyait plus, ça pourrait plus se voir et on pourrait plus démêler les choses. Alors, il m'a pas dit ça clairement, puisqu'il m'a quand même dit, lui, qu'il pensait que j'étais pas TSA. Mais il m'a dit aussi qu'il pouvait pas l'affirmer. Voilà, mais qu'en tout cas, son intuition... Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que pour un médecin, il m'a énormément parlé de feeling, d'intuition, d'entretien clinique, de ce qui se voit, de ce qui se voit pas, ce qui est quand même pas très scientifique. Oui, et puis la tienne, par contre, d'intuition, oui, la mienne, en compte, quoi. Moi qui me connais depuis 35 ans, bientôt 36, en fait, voilà. Puis bon, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que, ce qui m'a beaucoup énervé, en vrai, dans cette histoire, c'est que, tu vois, il te dit que qu'il n'y a rien de visible chez toi, il n'y a rien qui lui donnerait... qui rentrerait dans ses grilles en fait pour se faire passer une évaluation TSA, parce que c'est ça, hein, je pense que lors de l'entretien tu n'as pas coché la case qui dit ok on va pousser la chose plus loin. Oui, c'est ça. Et par contre il sait pas à quel point en fait avant un entretien à chaque fois nous on se prépare, on se prépare à l'échange en fait, à la communication, et que en fait le but du camouflage c'est quand même de paraître le plus normal possible. Et moi, je pense que ça marche, et notamment quand on a des grandes capacités de compensation, comme il dit, tu vois. Bah oui, moi, c'est un entretien que j'ai répété, tu te souviens, je te le disais, hein, que j'ai répété dans ma tête, en boucle, des jours et des jours avant mais comme on fait avec comme on fait avec choses, comme on fait avec beaucoup de nos rendez-vous. Oui, tu vois, non, mais franchement, le rendez-vous de ce matin, moi, d'un point de vue extérieur de ce que tu me racontes, ça me paraît tellement catastrophique, clairement, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, je me disais, c'est fou parce que je me disais que je vois très bien, du coup, tu vois comment on peut te percevoir dans une situation sociale où tu es obligé de te mettre en jeu. Et du coup, moi, je vois en fait à quel point tu peux masquer, parce que du coup, je te connais aussi tel que t'es, et je vois aussi dans ton quotidien, parce que tu me le partages, et je vois dans ton quotidien ce qui est compliqué, où sont tes limites, tu vois. Je le vois, et tout à l'heure je me disais mais c'est fou parce que du coup la personne qu'elle va voir ne va pas du tout la voir comment moi je la connais en fait, comment je te connais, tu vois. Et du coup, nous, on a la conscience des regards biaisés des autres, en fait, mais eux l'ont pas, en fait. Et même s'ils ont beau dire oui, malgré le camouflage, machin, nana, mais ils savent pas, en fait. Ils savent pas, et le pire, c'est qu'ils vont pas chercher à savoir plus loin. Il m'a pas posé de questions sur mes difficultés quotidiennes. Oui. Voilà, donc ça, quand même, c'est-à-dire que moi, je crois que ce médecin a eu une image très... floutée de qui j'étais, fausse en fait, c'est très faussée de qui j'étais. Il a vu, moi en plus, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, j'ai l'habitude des entretiens psy, je passe ma vie à faire des entretiens psy, donc c'est un exercice que je connais, donc forcément, c'est un entretien dans lequel maintenant je suis assez à l'aise en fait. Donc effectivement, quand je suis arrivée dans son bureau, ok, j'ai répondu à ses questions, mais ça ne colle pas avec qui je suis au quotidien, en fait, et les difficultés que je rencontre, et je galère comme une ouf, en fait, pour avoir l'air à peu près normal, et ça, il n'a pas pu voir ça. À aucun moment, il n'a pu voir ça. En fait, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure quand j'ai dit que ce qui m'avait vraiment mise en colère, c'est que en 1h30, il se dit que t'as pas de difficulté à fonctionner, en fait. C'est ça. Alors que quand on te connaît au quotidien, moi, du coup, Bah oui, toi, tu sais. Je sais.
Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup, beaucoup énervée quand tu m'as donné le... Enfin, quand tu m'as raconté comment ça s'était passé, quoi. Et ça me rend dingue, quoi. Et de poser un diagnostic chelou, là, en 1h30, enfin... Oui, puis moi, je me suis dit, finalement, mes grandes capacités, elles me desservent. Auprès des médecins, elles me desservent. C'est-à-dire qu'ils ne voient que ça, en fait, et qu'ils en déduisent automatiquement qu'on est fonctionnel, alors qu'on peut avoir des capacités intellectuelles intactes et avoir un mal de chien à fonctionner au quotidien, en fait. Et ça, pour eux, c'est un peu antinomique. Ils ont du mal à concevoir qu'en fait, on puisse être les deux. Oui, puis du coup, il s'est dit, en fait, que... Enfin, j'en sais rien, ce qu'il s'est dit, mais moi, de ce que je vois de l'extérieur, c'est que en gros, bon, ben voilà, cette personne paraît à peu près fonctionnelle, elle est à un certain âge, elle a peut-être des comorbidités, du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué, ça va être peut-être un petit peu compliqué de démêler ça et d'affirmer, en fait, donc, est-ce que ça vaut la peine de lui faire passer des tests, sachant que les tests TSA sont longs, coûteux, tout ça, et puis finalement, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'aide, tu vois, parce qu'il a vu aussi que du coup tu avais déjà un suivi, un trouble, un diagnostic de trouble borderline, puis une AH, enfin, tu vois, sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça, c'est au niveau identitaire. Il y a l'aspect identitaire, oui, complètement. Et je repense à un truc là, du coup, il t'a validé aussi le fait que le trouble borderline, c'était une comorbidité qui était certainement liée à... Non, mais alors, c'est marrant, parce qu'on était quand même d'accord sur un certain nombre de choses, effectivement, et que mon trouble borderline était très probablement une comorbidité liée à une neuroatypie non détectée dans l'enfance. Il a confirmé que si ma neuroatypie avait été détectée dans l'enfance, j'aurais pu avoir un parcours différent. Donc il a quand même confirmé ça, mais tout en restant dans un flou, c'est-à-dire que ma neuroatypie, au fond, on cherche pas vraiment ce que c'est, quoi. Alors effectivement, peut-être qu'il a estimé que c'était trop tard, dans le sens où j'avais trop compensé, que c'était trop compliqué. Mais dans ces cas-là, j'aimerais bien que les médecins me parlent en adulte et me disent ça. En fait, je suis pas une enfant, donc j'aimerais bien qu'un médecin me dise clairement, bah écoutez, là ça va être trop compliqué, je pense que même si on poussait plus loin... Après, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que s'il avait eu un doute, il aurait poussé les recherches. Donc lui estime vraiment que je suis pas ça. Mais se baser sur un entretien d'1h30... Oui, son seul argument, visiblement, c'était que tu arrivais à avoir une conversation fluide et que tu souriais, quoi. C'est ça. Je répondais, c'est-à-dire que quand il faisait une petite blague, et je souriais par politesse, hein, forcément, parce qu'on... Oui, ce qu'on a appris à faire aussi. Voilà, je me rappelle plus si c'était drôle vraiment en soi ou pas, mais peu importe. Non, et puis tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, il te posait des questions aussi sur des sujets qui peuvent être aussi un intérêt spécifique pour nous, en fait. Donc au bout d'un moment, bien sûr qu'on va répondre et qu'on va parler sur des sujets, en fait, Oui, non, mais en fait, pour résumer, je crois que c'est ça, il m'a trouvé très à l'aise. Le dragon. Ouais. Le retour. Il arrive au bon moment, là. Ouais, sauf que... Un dragon passe. On attend. Un dragon passe. Après, moi, j'ai senti aussi, tu parlais du fait qu'il avait... Parce que voilà, il avait accès donc à tout mon dossier, hein, de CHU, donc tout mon suivi CHU. Et tu parlais du trouble borderline. Moi, j'ai senti aussi à un moment donné que finalement, ça a influencé aussi énormément son interprétation. Et ça, c'est malheureusement quelque chose que j'ai très souvent remarqué en psychiatrie, c'est que dès qu'on vous colle l'étiquette borderline, et en fait, après, tout est interprété à travers ce prisme-là et... Alors qu'il a affirmé que c'était une comorbidité aussi. Oui, paradoxalement. Mais moi, je pense aussi qu'il y a ce truc de... Bon, ça, on en parlera dans le prochain épisode aussi, mais on peut déjà le dire, vu que les évaluations TSA sont coûteuses, longues, qu'elles demandent beaucoup d'investissement de la part des patients et des médecins, en fait, du coup, dès que le patient présente une comorbidité ou un autre trouble et que, en fait, du coup, qui dit comorbidité dit difficulté à trouver le trouble initial, en fait, finalement, il te range dans la catégorie trouble 10 ou... borderline ou TOC ou et je pense que il y a aussi
une simplicité quelque part là-dedans, tu vois, une facilité, j'en sais rien, Mm. c'est un peu bizarre, quoi. En tout cas, on sent qu'il y a cette dissuasion aussi de faire passer des évaluations TSA et qu'on retrouve pas forcément pour les autres troubles d'ailleurs, hein. C'est assez étrange, hein. Oui, oui, alors je pense que c'est parce qu'effectivement, c'est des évaluations longues et compliquées, où il faut. Ça nécessite. Ça mobilise plusieurs personnels de santé, etc. Mais. Honnêtement, je trouve ça fou, tu vois, sur quoi il s'est appuyé pour dire que il trouvait pas qu'il était nécessaire de te faire passer l'évaluation, qu'il t'ait fait passer une évaluation TDA en 5 minutes, enfin. Mais ces questions, elles étaient. Je suis désolée, mais moi, ces questions, elles m'ont paru beaucoup trop basiques. Euh, Comparé aux recherches que nous on a fait mais comparé à notre adaptation, en fait, enfin, je repense donc, à un moment donné, il m'a posé des questions un peu d'ordre philosophique. Qu'est-ce que j'aimais dans je sais plus exactement comment il m'a posé ça, mais qu'est-ce que j'aimais dans l'humain, ou qu'est-ce que je trouvais beau chez l'humain, etc. Bon, moi, il se trouve que voilà, comme on disait, l'humain, c'est un peu mon sujet d'études, enfin de prédilection, voilà, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, j'ai parlé de sa capacité à transformer, etc. Et donc forcément, il était très étonné. Alors quoi, ça veut dire que si j'étais autiste, j'aurais dû répondre que je savais pas, ou j'aurais dû ne pas savoir répondre, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de cette vision de l'autisme, en fait? Moi, c'est ça. Mais par contre, tu t'as dit que t'étais géniale, quoi. Oui. Génial au sens génie. Alors tiens, ça c'est un truc que j'aimerais quand même aborder, c'est que cette idée qu'il y ait des personnes qui seraient donc des génies, en fait, moi ça me questionne beaucoup, parce que je crois qu'en réalité, c'est souvent des personnes qui ont des troubles. Et que, enfin, je crois que... je sais pas si ça existe vraiment, cette classe de gens qu'on appelle les génies, etc. Enfin bon, peu importe, c'est pas tellement le sujet, mais... Je pense pas, hein. Enfin... Mais en fait, je crois qu'il était juste impressionné par un fonctionnement différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais du coup, c'est pas un fonctionnement d'autiste qu'il a reconnu visiblement, mais quelle vision il a de l'autisme, et Bah, quelle c'est vision... ça. Et moi, en fait, Puis ça sous-entend qu'un autiste ne peut pas être génial, entre guillemets. Enfin, tu vois, ça veut dire quoi? Et en même temps, enfin... Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que, et ça, quand même, c'est beaucoup relevé par la communauté autiste et par des psys, autistes aussi, et des psys, que les critères diagnostiques sont quand même basés sur des stéréotypes, quoi. Enfin, Ouais. tout le monde le dit, quoi. Il y a un moment, il faut avancer. Oui, et je repense à quelque chose aussi. Tu as aussi dit qu'en fait, les critères avaient été resserrés, parce qu'à un moment, on a trop ouvert la chose, quoi. On a trop intégré de personnes, en fait, c'est ça? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça m'a beaucoup étonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait... Ça veut dire, oh là là, on s'est perdu, on a voulu trop... Sauf qu'en fait, du coup, il remet en question la notion de spectre à ce moment-là aussi. Tu vois, moi, c'est ce que j'entends aussi. Et enfin, ok, d'accord, faut mettre peut-être des limites, à quel moment s'arrête le spectre. Ok, mais en fait, c'est pas pour rien qu'on a intégré certaines personnes et qu'on a intégré certains critères, dont la sensibilité aussi, hein, l'hypersensorialité. Enfin, ça fait pas longtemps que ça a été intégré dans les critères, en fait, par exemple. Mais honnêtement, moi, je retiens ce truc de... Est-ce que, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient diagnostiquées neurodivergents, en fait, avec une neuroatypie, parce que ça voudrait dire aussi, ça voudrait remettre une question... ça remet en question la norme. Ça remet en question la norme, et ça remet en question, du coup, tellement de choses, en fait. Un système de production, un système de... Enfin, il y a quand même beaucoup, il me semble, d'autistes et de gens de la communauté autiste qui dénoncent, en fait, le fait que c'est trop quadrillé, ça se dit? Oui. Que les critères, ils sont trop figés, en fait, et que ça correspond pas forcément à la réalité. Je sais pas, parce que tu vois, je suis retombée sur un autre, c'était pas le DSM-5, mais c'était, il reprenait les critères, et en gros, il disait que, bah voilà, en fait, les autistes, ils n'arrivent pas du tout à utiliser de langage non verbal. C'est pour ça, quand il t'a dit l'autre jour que bah non, c'était fluide et que t'arrivais et que tu souriais, et tu vois, enfin, il s'arrête là-dessus, quoi.
Sauf que il me semble quand même qu'il y a beaucoup d'autistes qui arrivent à utiliser un langage non verbal, tu vois, parce que enfin, les enfants arrivent à camoufler très rapidement leur autisme, très très rapidement, et ils le font de manière ils le font de manière quasi inconsciente en fait. Enfin, je l'ai lu plein de fois, ça, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, je pense aussi, tu vois. Et puis, tu vois, de dire que, enfin, là, tu vois, dans ce que je disais, Betty, ta gueule. Ça disait que les autistes ne peuvent absolument pas entretenir une discussion, tu vois, par faute d'intérêt de la discussion. Sauf que c'est faux, en fait. On peut parler combien d'heures quand on partage le même intérêt avec quelqu'un? Et du coup, partir dans un autre extrême, en fait, que le neurotypique ne vive pas, en fait. Tu vois, passer des heures et des nuits entières à parler d'un même sujet, comme on peut le faire toi et moi, d'ailleurs. Euh, et tous les jours, en plus. Je veux dire, tous les jours, on parle d'autisme et tous les jours, on en parle pendant des heures. Et ça nous passionne toujours autant. Et c'est pas que parce qu'on cherche à comprendre aussi, tu vois, c'est parce que ça nous intéresse vraiment. Et ça, les neurotypiques, ils le font pas, tu vois. Enfin, je sais pas, je crois, en fait, ça me fait chier parce que du coup, tu vois, ça, encore une fois, ça fout le doute, tout ça, et je vais pas refaire, en fait, je disais que je repartais à zéro, mais je vais pas refaire les recherches que j'ai déjà fait et les questionnements, enfin, tu vois, la remise en question et l'observation de mon comportement, de ma vie, et tu vois, enfin. J'ai pas halluciné, quoi. J'hallucine pas, en fait, dans les liens que j'ai faits. Et honnêtement, si c'est pas de l'autisme, honnêtement, je vois pas ce que c'est. Ça m'étonnerait que ça puisse se prononcer de manière aussi, enfin, se traduire de façon aussi prononcée, justement, si c'était que euh, une crainte de la critique ou, enfin, tu vois, ou même le trouble borderline, en fait. Bon, bref, je sais que tu captes ce que je veux dire, et en même temps, j'arrête pas de me dire, peut-être je me suis trompée, tu vois. Et je sais que toi aussi, du coup, tu penses à ça, hein, depuis l'autre jour. Euh, Est-ce qu'on s'est pas trompé? Mais si on s'est trompé, mais c'est quoi, du coup? Ça vient d'où? Enfin, tu vois, encore une fois, si on en est arrivé à ça, c'est parce qu'on a cherché partout ailleurs, en fait. Déjà, comme on disait, encore une fois, les détours, on les a déjà faits, en fait. En fait, moi, en gros, je pensais que ce serait un premier rendez-vous et qu'ensuite j'en aurais d'autres et qu'on me ferait faire un bilan, tu vois. En fait, moi, je pensais que ça allait se passer comme ça, qu'on me ferait faire passer des tests, une évaluation avec peut-être une orthophoniste, machin, enfin, faire un bilan, quoi. Mais je pensais pas à ce que d'aider comme ça, au bout une heure et demie, on me dise ah bah ouais vous êtes alors ouais bon vous êtes peut-être ceci bon ça on sait pas trop bon ça y a de bonnes chances hein et puis voilà rentrez chez vous ciao. Il y a quand même plein de choses au niveau de la communication que je lui ai pas dit au médecin, comme le fait que regarder dans les yeux pour moi c'est un stress énorme en fait. Je sais le faire, je le fais, mais non seulement c'est très fatigant, mais c'est un stress énorme. Ou le fait que, par exemple, quand j'étais ado, donc j'étais passionnée de cinéma, j'étais tout le temps fourrée au cinéma, et des fois, j'imitais en fait les expressions que je voyais à l'écran, je sais pas comment dire, et je m'en resservais après dans la vie, tu vois, quand je savais pas. Et tu vois, c'est pareil, en fait, ma communication, elle est entièrement construite, et c'est une construction de malade, mais elle est construite.
Donc en fait, la communication que lui, il voyait si fluide, pour moi, c'est tout un travail de ouf, de malade derrière. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que toi comme moi, je pense qu'on a tellement construit notre communication et de manière tellement subtile et que en fait ça se voit pas, ça se voit plus. Tous les gens avec qui je vais communiquer, je vais adopter leur façon d'être en fait, et de se comporter et de communiquer. C'est vraiment hallucinant. Et du coup, quand j'étais enfant et ado, je le faisais, mais en fait, c'est ce qui a construit ma personne au final. C'est-à-dire que je me suis servi, exactement ce que tu décris, hein, je me suis servi d'éléments de communication de telle personne pour devenir qui je suis. Et tu vois, jusqu'à présent, j'avais jamais compris pourquoi je faisais ça en fait. À défaut de savoir communiquer naturellement, on a pioché à droite à gauche et on a construit, on a reconstruit complètement de zéro une façon de communiquer. C'est quand même pas rien, hein. Mais ça reste une construction et on sait plus qui on est et on est épuisé de la maintenir. C'est totalement inconscient. On se voit le faire, on capte qu'on est en train de le faire et on se dit mais pourquoi on fait ça en fait? Et moi je te dis, j'ai jamais compris jusqu'au trouble borderline où je me suis dit ok, en fait je fais ça pour être intégrée en fait. Mais voilà, au-delà de ça, maintenant que j'ai la notion de l'autisme, je me dis ok, ouais, bon. En fait, c'était vraiment pas anodin, quoi. Je pense que c'est un mécanisme de survie, un mécanisme d'adaptation fondamental chez nous. Et c'est comme être en représentation permanente. Yes, je viens de me garer. Du coup, t'es derrière déjà? Oui, on dirait Saturne. Oh, et tu sais quoi? On voit à nouveau les Pléiades. Ça y est, c'est trop bien. Ça y est, l'été c'est fini, presque. Croquons la vie. Adapte-toi un peu. Un sourire démoniaque. La kunoch, krumpir. La kunoch, kiwi. Ah oui, ah non, mais il y a quand même un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ce cher médecin m'a quand même dit, on est tous un peu autistes. Ah oui, putain. C'est-à-dire qu'après m'avoir dit qu'il pensait que je n'étais pas TSA, il m'a quand même dit, on est tous un peu autistes. Donc tu confirmes l'autodiagnostic. Ce qui m'a donné envie d'hurler à l'intérieur. Mais tu m'étonnes. Et l'air de dire, oui, on a tout. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est on a tous des petites divergences. C'est ça, hein, en gros, qu'il voulait dire. La norme n'existe pas vraiment. Enfin, en fait, tout ça est très contradictoire. Ça veut dire quoi, on est tous un peu autistes, s'il te plaît? Ça veut dire quoi, on est tous un peu autistes? C'est comme l'expression, vas-y, fais pas ton autiste, quoi. Ça veut dire quoi? Quand tu me l'as dit, je peux te dire qu'en plus, tu me l'as dit à la fin, là, putain, quand j'étais bien aïe, là. Mais du coup, j'osais pas te le dire. Non, mais t'as bien fait de me le dire à la fin, quand j'ai reçu de bons coups de massue, là, à la fin, ça m'étonnait même plus, quoi. Au fur et à mesure, en fait, je te racontais, parce que je me rappelais, en fait, au fur et à mesure, non, mais ce qui s'était dit pendant l'entretien. Comment aussi, toi, tu t'es sentie pendant cet entretien, oui. et puis au fur et à mesure aussi, à quel point il y a des choses qui te sont revenues, des choses qui te sont remontées, à quel point t'as vu aussi que... Enfin, désolée, je parle pour toi. Mais... Non, mais effectivement, c'était très compliqué. Moi, c'est un médecin, au départ, que j'ai trouvé, ma foi, plutôt sympathique, plutôt à l'écoute. C'est difficile parce que on tombe pas face à des, je veux dire, c'est pas des monstres, hein, voilà, ils croient sincèrement qu'ils font bien leur travail, donc c'est compliqué parce que sur le moment, voilà, 1h30 répondre à des questions, c'est fatigant pour la concentration, etc. Ça passe à la fois vite et pas vite, et c'est très long. Et puis c'est très compliqué en fait de devoir répondre à des questions sans pouvoir les approfondir.
Mais c'est ça. C'est ça qui est compliqué, parce que quand on vous pose une question qui nécessiterait en fait de développer pendant une demi-heure, et ben en fait non, tu fais une réponse de 5 minutes quoi. Et forcément il y a des choses que tu oublies, il y a des choses qui sont pas prises en compte. C'est pour ça aussi que de nombreux autistes en fait, avant leur premier rendez-vous justement, avant de décider de passer l'évaluation, cachent si possible complètement les précédents diagnostics qu'ils ont eus et les comorbidités qu'ils ont. Ils n'en parlent pas. Et ils amplifient leur trait autistique. Parce qu'ils savent très bien, en fait, que sinon, ils ne rentreront pas dans les grilles de stéréotypes. Et ça, mais je l'ai entendu, mais je sais pas combien de fois, en fait. Et c'est des conseils qu'on nous donne quand on recherche et quand on échange avec la communauté autiste et qu'on dit, voilà, je vais passer je vais avoir mon premier rendez-vous, machin, nana. Tous, ils conseillent ça, quoi. Et toi, tu te dis, mais attends, mais moi, je peux pas... En plus, c'est super dur de cacher les choses et de mentir, et c'est pas ce qu'on veut, enfin... Bah, non. Mais quand on voit, en fait, comment... Mais du coup, voilà, enfin, au final, tu sors de là et on te laisse à nouveau dans l'errance, en fait. On te laisse à nouveau sans réponse. Non, alors oui, t'as un trouble mixte du neurodéveloppement. Merci. Ok, super. Mais au final, enfin, voilà, et du coup, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de le passer en libéral? Ça va me coûter 1000 balles. Bah c'est ça, je m'interroge. Après tu vois, je pense à un truc très concret là, un exemple très concret. Je pense à ma position dans le bureau. Donc pendant cet entretien, j'avais une position assez détendue. C'est-à-dire que j'étais... Tu vois, j'avais un pied sur une jambe sur l'autre, parce que encore une fois, je suis habituée à ces espaces, je suis habituée et après peut-être c'est une position que tu as adaptée aussi, pardon je te coupe, mais c'est une position que tu as adaptée pour te dire ok, c'est une position qui va me faire me sentir le plus à l'aise possible pour pouvoir échanger. Et c'est une position qui renvoie de la détente, voilà. Et en fait après coup, mais c'est là que c'est quand même tordu. Je me suis dit, et je pense que ça a fait partie des choses, très certainement, qui m'ont desservi, parce que qui ont pu être interprétées comme « Oh, bah, cette personne a l'air très à l'aise socialement, on arrive à bien discuter et tout. » Et là encore, c'est quand même une vision de l'autisme qui est très... non, mais c'est fou, parce caricaturale, que... quoi. Oui, non, mais c'est dingue. C'est dingue, et il faudrait y aller en se disant, et je pense que c'est ce que tu t'es dit aussi, hein, que tu irais en masquant le moins possible. Mais oui, moi j'ai eu la naïveté, sauf qu'en fait c'est nos mécanismes, nos mécanismes de défense et d'intégration dans ce système. On a 36 piges, tu vois. Bah oui, on n'a pas 14 ans. Il a fallu qu'on s'adapte en fait, obligatoirement, donc on a appris les codes, on a appris les choses. Mais en tout cas, voilà, effectivement c'est compliqué parce que... payer une somme importante pour aller passer un diagnostic en libéral. Déjà, trouver un praticien qui soit digne de confiance, parce que qui dit payer pour un test tout de suite, bah en fait, il y a aussi... Oui, non, voilà, il y a aussi, il peut y avoir aussi beaucoup de dérives ou d'arnaques, etc. Bah, c'est ça, il faut trouver quelqu'un, et trouver un bon praticien. Il faut avoir les moyens. Enfin, moi, ensuite, avoir les moyens. Ouais. Non, mais là, je fais en imaginant que... Enfin, tout en ne sachant pas, hein, parce que si cette évaluation sera... Oui, mais ça c'est le risque. Après, si on tombe sur des personnes qui sont compétentes et qui nous disent, qui sont honnêtes et qui nous disent clairement les choses, ben tant pis, moi je veux bien mettre la somme, même pour entendre au final, bon ben voilà, on estime que vous avez ça, puis ça, puis ça, oui, effectivement vous avez de nombreux traits autistiques, mais en fait, vu votre parcours, vu votre histoire et machin, on peut pas forcément démêler la chose. Moi, je pourrais l'entendre, je pourrais payer et entendre ça au final. Mais qu'on me prenne au sérieux, en fait, qu'on le prenne au sérieux et qu'on m'accompagne pour de vrai. Ça peut réveiller une détresse énorme, en fait. Moi, je sais que chez moi, ça aurait réveillé une détresse énorme. Rien que quand tu m'en as parlé, en fait, j'étais dans un état horrible. Ouais, j'ai vu, oui. Bah, après, moi, pour être honnête... c'est venu de manière diffuse, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on est pendant l'entretien, on n'a pas trop le temps de capter ce qui se passe. On essaie de répondre, on essaie de... C'est de survivre aussi à l'entretien. Ouais. Et puis bon, quand il te dit d'un coup, bon bah voilà. Et puis voilà, moi je m'attendais pas à ce que ça tombe là. Directement après une heure et demie. Oui, et puis il y a aussi la position, excuse-moi de dire ça, mais il y a aussi la position de pouvoir, hein, je pense, d'autorité. Oui. Enfin, c'est le médecin, c'est lui qui a la vérité absolue. Ah oui, et alors qu'ils te disent aussi que en fait la prédominance en fait des personnes qui se pensent autistes en fait sont TDA. Ah oui. Tu vois, ça aussi, je sais pas. Oui, alors dans son CRA après 30 ans. Ah oui, après 30 ans. Oui, parce que c'était ça. Moi, du coup, j'avais d'autres chiffres.
mais sauf que moi, j'avais pas l'âge, donc je pouvais pas... Oui, mais c'est des diagnostics tardifs. Hein. Généralement, les diagnostics tardifs... Non, mais sont... comment on peut avoir des chiffres aussi? Non, mais je sais pas d'où il les sort, ces chiffres aussi. Moi, j'aurais bien aimé que, tu vois, Enfin, tu vois, je pense que... Et du coup, forcément, tu sais, ils se disent, ah bah non, en fait... c'est pas très visible qu'elle est autiste, donc en fait, elle est certainement TDA, tu vois, et du coup, il te fait passer un test en 5 minutes, enfin, what? Mais oui, c'est ça, c'est absurde. Non, mais c'est vrai, c'est absurde. Enfin, oublions même le TSA, oublions ça, même le reste... Ça n'a pas été très sérieux. Même le reste, c'était... Comment tu vas déterminer si quelqu'un est TDA en lui posant 10 questions à la fin d'un entretien, là, qu'il n'en peut plus Même en étant professionnel, tu vois. Ça marche pas, en fait. Faut arrêter. Ah oui, oh putain, autre chose qu'on a oublié de dire, fondamental, quand il t'a dit que des diagnostics différentiels, ils en faisaient, mais bon, pas forcément dans les règles de l'art, hein, donc... Oui, parce qu'ils ont l'habitude, ils ont l'expérience. Alors, faut m'expliquer... Ça m'a tué. Hein. Oui, il faut m'expliquer ce que c'est. Je crois que c'est la chose avec... on est tous un peu autistes. Mais il faut m'expliquer ce que c'est qu'un différentiel pas dans les règles de l'art, parce que je vois pas... Moi non plus, je vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu fais pas de différentiel, en fait. Bah... Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Oui, ça veut dire, bon, on prend vaguement en compte... Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'après, nous, on va nous renvoyer à nous... qu'en fait, on veut tellement être autiste, qu'on est prêt à remettre qu'on est prêt à remettre en cause n'importe quoi. Mais très objectivement, cet entretien, il tient pas la route, quoi. Tu peux me dire, enfin, je suis désolée, on peut me donner tous les arguments. Cet entretien ne tenait pas la route de manière très objective, quoi. Oui, puis encore une fois, on t'explique pas vraiment, tu vois. On m'explique rien. C'est... Ah oui, vous avez une neuroatypie. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. Hein. On sait pas trop pourquoi, mais c'est sûr. Ouais, merci. Bon, vous êtes HPI, vous avez une neuroatypie et une dyspraxie. Moi, du coup, tu vois, le fait que tu me donnes aussi un retour sur ce rendez-vous et sur le contact avec le CERA, ça m'a confirmé ce dont... Oui, parce que l'idée, c'était ça m'a confirmé mes craintes aussi, tu vois. Si jamais ça avait été... Oui, un peu concluant, du coup, j'aurais peut-être fait la démarche aussi auprès du CERA, sauf que, en fait, moi, depuis le début, je me dis que... on va vite me ranger dans la case TOC ou pareil quand tu lui as dit que t'étais fille d'immigrés, tu vois, que tu venais d'une famille d'immigrés, moi c'est un truc pareil que j'ai pris en compte et que je prends en compte dans mon histoire et que je sais que ça peut avoir des effets sur mon comportement et tout ça, mais du coup il te classe vite dans autre chose et moi c'est ma crainte en fait depuis le début et voilà, de tomber face à quelqu'un qui est pas politisé, qui... C'est très perturbant. Hein. Moi, je sais que je le ressasse, là, depuis que ça s'est passé. Là, je n'arrête pas de le ressasser. T'as vu, tous les jours, je t'envoie un truc. Ouais, au fait, je me suis rappelé. Après, le CRA, tu vois, je me suis quand même dit, vas-y, je le tente. En me disant, voilà, peut-être que ça se passera différemment. Tu vois, on sait pas, en fait. Bien sûr. Tu vois, on n'est pas non plus les mêmes personnes. Bien qu'on partage un cerveau. Oui, du coup, je me disais, ça peut peut-être se passer différemment, mais honnêtement, en fait, j'ai pas de grands espoirs. On a le même profil. Non, mais c'est ça, enfin... Et puis, toi aussi, t'as une communication... Toi aussi, t'as une communication fluide. Et... Oui, mais alors, en plus, moi, ma façon de masquer, c'est l'exubérance. Donc, en fait, je serais dans un truc très joyeux, très, tu vois, communicatif. Ce serait terrible. J'ai pas la même exubérance, quand même, avec les médecins. Bref. Du coup, tout ça pour dire que le CRA, je sais pas, je pense pas. Après, moi, j'hésite fortement à envoyer un mail à ce médecin pour lui dire, là, avec du recul, tout ce que je viens de dire. Ça a provoqué chez toi aussi. Ce que ça a provoqué chez moi, mais au-delà de ça aussi, la sensation que j'ai de superficialité, le doute aussi que j'ai d'interpréter l'autisme de manière aussi caricaturale, enfin voilà, peut-être que je le ferai, je sais pas encore. Ma psy m'a transmis j'en étais là en fait, dans mon parcours en fait, moi, dans ma démarche,
Ma psy m'a transmis le numéro, le contact d'une neuropsy qui est sur Bordeaux et qui du coup fait des... Alors elle est psychologue, mais elle fait des pré-évaluations, des pré-diagnostics. Et en fait, on m'a quand même dit que son sujet de thèse, c'était l'autisme, entre guillemets, au féminin, l'autisme, les diagnostics tardifs et l'autisme au féminin. Du coup, moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, putain, ça y est, je trouve un médecin qui est à jour, quoi. Donc, allons-y. Et puis, en fait, j'ai regardé sur Google, du coup, qui était cette personne. Et en fait, je suis un peu tombée... C'est pas vraiment ce que tu... Non, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, son sujet de thèse n'était pas du tout... Je sais pas pourquoi ma fille m'a dit ça, parce qu'en fait, son sujet de thèse, c'était pas du tout l'autisme au féminin et le diagnostic tardif. Après, elle dit qu'elle est formée au diagnostic tardif et au diagnostic adulte, enfant, homme et femme. Par contre, les non-binaires, on se la met bien profond. Parce qu'il y a ça aussi, qui est remis en question par la communauté autiste aussi. À un moment, en fait, les diagnostics, il faudra qu'ils soit adapté aux personnes à genre, en fait, aussi. Et bon, bref, pardon, je m'éloigne, mais... du coup, j'ai regardé, et en fait, ces pré-diagnostics, elle les fait en 2-3 heures d'entretien, en fait, et chaque séance pré-diagnostic coûte 190 €. Donc, donc il en faut 2 ou 3. 2-3 heures pour moi, c'est ça, du coup. Donc, ça veut dire qu'il y en a à peu près pour 600 balles. Sachant qu'elle, après, de son côté, il lui faut à peu près une dizaine d'heures pour faire un compte-rendu. Donc, au final, je sais pas... Enfin, voilà, ça coûte cher, on le sait. Mais bon, ça encore, je me suis dit, ok, je savais que ça coûtait des sous, tu vois. Mais du coup, je défile sur le site, et puis à un moment, je vois qu'elle préconise la thérapie ABA. Mais en fait, en gros, la thérapie ABA, c'est beaucoup remis en question aussi, et c'est en gros une thérapie de conversion pour autistes, quoi. Voilà, c'est super violent. Et, oui, l'idée, c'est d'adapter. L'idée, c'est que la personne apparaisse, de normaliser la personne, en fait. Ça. Voilà, qu'elle stime le moins possible, qu'elle ait des comportements de remplacement, mais même pas pour sa sécurité, en fait. Tu vois, des comportements de substitution, mais même pas pour sa sécurité, en fait. C'est juste pour paraître le plus normal possible. Donc, quand j'ai vu ça, je t'avoue que ça m'a vraiment refroidi. Et là, je me suis dit, non, en fait. Alors, je me suis dit, est-ce que je l'appelle pour échanger déjà un peu avec. Et puis alors après, je me suis dit, en plus, elle est à Bordeaux, donc en visio, enfin, moi en visio... ah ouais, c'est chaud. Laisse tomber, c'est chaud, et puis en fait, je masque puissance... Non, mais puis alors moi, en visio, je masque puissance 10 000, enfin... Tu te souviens, on avait essayé de faire une visio. Ouais, je me rappelle, j'y pense souvent, c'est marrant. Enfin, tu vois pas du tout ce que je fais sous mon bureau, tu vois pas mes mains, tu vois pas tu vois rien, en fait. Et... Du coup, j'ai abandonné l'idée de la joindre. Et du coup, je suis un peu paumée. J'avance pas trop. Ce que je me dis... Alors, je me suis dit que j'allais changer de médecin traitant, que je vais reprendre tout à zéro, en fait. Je vais changer de médecin traitant. Je vais aller voir une nouvelle médecin. On m'a donné les contacts de psychiatres aussi, qui apparemment travaillent avec une certaine éthique. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, je me dis, est-ce que je cherche un psychiatre en essayant de lui parler lui exposer tout ça, lui parler de mes difficultés au quotidien, tout ça. Enfin, voilà, mais ça va prendre un temps monstrueux de reprendre tout à zéro, à nouveau, avec quelqu'un. J'en peux plus, en fait, de faire ça. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer mes recherches de mon côté, continuer et faire de façon formelle ce diagnostic différentiel. Et avancer déjà bien de mon côté. Et peut-être accepter, en fait, tout simplement de mon côté que mon histoire est trop complexe pour affirmer, voilà, même si je le sens au plus profond de mon être. Oui, en sachant qu'il y a plusieurs médecins ou soignants qui nous ont renvoyé aussi ce truc de... mais finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un diagnostic officiel ? Si c'est ce que vous sentez, voilà, pourquoi est-ce que ça suffit pas ? C'est trop important, en fait. C'est compliqué, voilà, on l'explique dans l'épisode 6, pourquoi c'est important d'un point de vue identitaire, etc. Mais c'est vrai que si vraiment c'est trop compliqué et que c'est pas possible...
moi, je me pose aussi la question de pourquoi pas assumer pleinement le fait que je sois autiste sans diagnostic officiel. Mais moi, c'est ce que je dis depuis le début aussi. Après, voilà, je regarde encore. Je sais que sur les groupes de personnes autistes, y a aussi des médecins qui sont... Il y a une liste par région, en fait. Et alors ça, moi, je l'ai pas vu. Hein. Mais je crois qu'il y a un groupe... Donc c'est parti qui m'a pas encore accepté, moi. Ah bah je te l'enverrai. Alors il y a effectivement une liste par région de tous les psychiatres avec des avis favorables ou défavorables. Mais vas-y, envoie. Hein. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, moi je personnellement je sais pas encore si je est-ce que je me lancerai en libéral dans ça. En fait on en est là quoi. Ou est-ce que je me dis finalement mais la personne qui me connaît le mieux c'est moi. Et après, c'est dur d'avoir confiance soi, mais ce qu'on disait aussi, pas plus tard qu'hier, en fait, hein, c'est que d'avoir touché ça, d'avoir en fait... Ça a tout changé. Hein. En fait, ça nous a apaisé au niveau identitaire, en fait. Enfin, c'est quand même fou que ça nous fasse ça. Et c'est pas anodin, en fait. Non, et on se disait aussi qu'on se reconnaissait plus dans le trouble borderline, alors qu'avant, on s'identifiait vraiment... Enfin, qu'on parlait là d'une intervention qu'on allait faire et où on se disait mais en fait moi si je devais faire une intervention sur le trouble borderline aujourd'hui je me sentirais presque plus légitime parce que c'est une comorbidité mais j'ai plus envie, je me sens plus légitime de parler d'autisme en fait, ce qui est étrange quand même. Je veux dire c'est un truc et puis d'un côté on dit on a du mal à se faire confiance, mais d'un autre côté quand on est face à des soignants on se dit mais en fait ils sont à côté de la plaque. Donc, tu vois. Ouais, puis ça change tellement notre regard sur nous-mêmes, enfin moi. Ouais, et puis sur le travail qu'on fait en fait. Enfin, c'est important de savoir en fait. C'est la journée internationale du chat noir aujourd'hui. Betty, c'est ta fête. Mais oui. Ne m'écris pas, tu m'écris, oui, regarde la route, mais tu passes bien que quand tu m'écris, je regarde le message. Regarde la route, Marie. Taran, 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 taran. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je sais pas ce que t'en penses. Mais oui, ça fait déjà pas mal. Hein. Mais tout ça, ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas.